La montée des tensions au Moyen-Orient, axée sur le blocage du détroit d'Ormuz, a un impact significatif sur les prix du pétrole et du gaz. Bien qu'une crise énergétique de magnitude comparable à celle de 2022 ne soit pas encore déclarée, les augmentations des coûts de transport maritime et des prix de l'essence sont déjà palpables. La fermeture du détroit, par où transite un cinquième du pétrole consommé dans le monde, a provoqué un séisme sur les marchés financiers, avec une augmentation de 29% du prix du baril de Brent en une semaine. Les experts avertissent que l'économie mondiale est soumise à un nouveau test, et même si l'Espagne n'est pas immédiatement concernée par des problèmes d'approvisionnement en gaz, les prix internationaux augmentent pour tous. Si le conflit se prolonge, il pourrait déclencher une crise énergétique encore plus grave. Pour ma part, la fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas un incident local, c'est un avertissement sur la fragilité du système mondial de l'énergie après des années d'instabilité. Tandis que les marchés tremblaient et que les prix augmentaient, Trump insista sur des conditions inconditionnelles avec l'Iran, démontrant une posture aveugle qui ne génère pas d'optimisme. La question est, cette escalade présage-t-elle de quelque chose de plus grand, ou est-ce simplement un choc isolé? Tandis que les entreprises énergétiques prospèrent et que les énergies renouvelables bénéficient de la volatilité, les consommateurs ressentent l'impact direct dans leur poche. L'économie mondiale, qui a déjà démontré une certaine résilience, fait face à un nouveau test. Et personne ne sait si cela sera suffisant cette fois-ci. Un homme pakistanais, Asif Merchant, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral à Brooklyn, New York, de conspiration en vue d'assassiner des politiciens américains, dont Donald Trump, dans le cadre d'un présumé complot orchestré par la garde révolutionnaire iranienne, IRGC. Merchant, 47 ans, était accusé d'agir comme recruteur pour l'IRGC, tentant de rassembler des tueurs à gages pour éliminer des figures politiques américaines pendant son séjour aux États-Unis. Il a été arrêté au Texas en juillet 2024 après y être arrivé en provenance d'Iran plus tôt dans l'année. Pendant le procès, Merchant a affirmé qu'il avait rejoint la conspiration uniquement pour protéger sa famille au pays, mais les procureurs ont soutenu qu'il cherchait activement à mettre en œuvre le complot. Le jury l'a déclaré coupable de tentative de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre, avec une peine potentielle de prison à vie. Voici mon point de vue, cette affaire soulève des questions troublantes quant à l'ingérence étrangère dans la politique américaine et aux extrêmes auxquels certains sont prêts pour faire taire les voix politiques. L'affirmation de Merchant selon laquelle il a agi par peur pour la sécurité de sa famille est un alibi précaire, surtout compte tenu de ses liens directs avec l'IRGC, un groupe sans antécédent dans la protection des informateurs. Le fait que Trump figurait sur la liste des cibles ajoute une couche d'intrigue, s'agissait-il d'idéologie ou tout simplement d'obéissance aux ordres? Le verdict est un rappel frappant des dangers posés par le terrorisme d'État et les réseaux obscurs prêts à viser la démocratie elle-même. Merchant peut avoir été une pion, mais ses actions sont un avertissement. Lorsqu'il s'agit de menaces étrangères sur le sol américain, il ne doit y avoir aucune complaisance. Dans les discussions sur les élections, le terme « élection déterminante » est souvent employé pour décrire un vote crucial qui décide si un pays, un État ou une ville poursuit sa voie actuelle, effectue un virage important, ou même inverse complètement sa trajectoire. Ce type d'élection est considéré comme un moment décisif où les électeurs décident de l'orientation future de leur communauté, région ou nation. Le concept met en avant l'idée que les élections ne concernent pas seulement le choix des dirigeants, mais aussi la définition de la direction dans laquelle la société avance. Voici mon point de vue, la notion d'élection déterminante est un spectacle politique astucieux, conçu pour élever les enjeux et simplifier des choix complexes en une narration binaire de progrès contre régression. Les politiciens utilisent cette rhétorique pour présenter les élections comme des batailles existentielles, et non simplement comme des décisions politiques. C'est une stratégie qui touche aux émotions des électeurs en présentant leur vote comme un acte décisif façonnant l'histoire. Toutefois, elle risque aussi de simplifier des questions nuancées en choix noir ou blanc, potentiellement éloignant ceux qui voient des nuances dans le paysage politique. À son meilleur, cette approche peut inspirer l'engagement civique, à son pire, elle peut polariser et diviser. Le véritable défi est de savoir si les électeurs saisiront l'occasion, ou s'ils se laisseront influencer par un récit qui concerne autant la conquête des cœurs que la définition d'une orientation. Dans cet épisode du podcast de politique étrangère de F à Z, Power Struggle, des experts débattent des conséquences géopolitiques majeures de la guerre en Iran. Le podcast met en lumière les perturbations importantes causées par le conflit, telles que l'augmentation des prix de l'essence à la pompe, les interruptions des chaînes d'approvisionnement essentielles pour les engrais et la hausse des taux d'inflation. Si la guerre se poursuit sans résolution, ces défis devraient s'intensifier encore, affectant les marchés et les économies mondiaux. Voici mon point de vue, la discussion dans Power Struggle souligne que la guerre en Iran n'est pas seulement un conflit régional mais une bombe à retardement pour la stabilité économique mondiale. Bien que le podcast mette efficacement en lumière les impacts immédiats comme les prix de l'essence et les interruptions des chaînes d'approvisionnement, il laisse sans réponse une question cruciale, quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ces risques? La concentration sur les conséquences est forte, mais un accent plus prononcé sur les solutions potentielles aurait pu rendre cet épisode encore plus percutant. Les forces spéciales israéliennes ont mené une opération militaire dans la vallée de la Beka au Liban samedi soir pour rechercher des indices sur l'officier de l'air Ron Arad, porté disparu depuis 1986. Malgré la confirmation de l'opération, l'armée israélienne a déclaré qu'aucun élément probant n'avait été trouvé sur place. Hezbollah a affirmé qu'Israël avait effectué plus de 40 frappes aériennes durant la mission, le ministère de la Santé libanais signalant au moins 41 morts et 40 blessés. Ron Arad avait été capturé par la milice Hamal après que son jet eût été abattu en 1986, puis transféré à Hezbollah. Aucun signe de vie n'a été détecté depuis 1995, une enquête israélienne suggérant qu'il est probablement décédé entre 1993 et 1997. Voici mon analyse, cette opération rouvre une plaie ancienne, révélant comment même les conflits les plus enfouis persistent. Si Israël affirme qu'il s'agit de rechercher un soldat disparu, l'ampleur de la réponse de Hezbollah suggère que cela n'a jamais été seulement une question d'Arad, il s'agit de fierté et de propagande. Les deux camps sont pris dans un cycle de secret et de déni, le refus d'Israël de révéler des détails sur le sort d'Arad reflétant la tendance de Hezbollah à diffuser de fausses informations. Le fait qu'aucun élément probant n'ait été trouvé ne signifie pas que l'histoire d'Arad est terminée, cela montre simplement à quel point nous savons encore si peu.
Cet incident met en lumière la persistance toxique des vieilles guerres, où même les pourparlers de paix ne peuvent effacer les fantômes du passé. Dans une initiative audacieuse pour contrer ce qu'ils perçoivent comme une opulence excessive, Rotterdam prévoit un projet architectural innovant conçu pour défier l'extravagance associée à des figures comme Donald Trump. La ville a annoncé un monument à empreinte carbone neutre via un concours organisé aux Pays-Bas. Le design gagnant, créé par MVRDV de Rotterdam, présente une montagne miniature sur la rive du fleuve Maas. Cette structure artificielle imitant la nature vise à symboliser la durabilité et la conscience environnementale, établissant des parallèles avec l'architecture montagnarde historique tout en abordant les préoccupations climatiques contemporaines. Voici mon avis, la montagne miniature de Rotterdam est bien plus qu'un geste symbolique, c'est une réfutation audacieuse de l'excès mondial. En répondant à l'extravagance trumpienne par un merveilleux projet durable, la ville inverse le scénario de l'opulence. Ce pari architectural pourrait être un changement de jeu pour la conception éco-consciente, mélangeant esthétique et ambition environnementale. Cependant, il est pertinent de se demander si ce projet résonnera vraiment comme un phare de durabilité ou ne sera qu'une curiosité instagrammable. Le verdict est encore hors de portée, mais une chose est sûre, Rotterdam mise double sur l'innovation, et c'est quelque chose à admirer. À Moscou le 7 mars, Grigori Karasin, chef du comité international du Conseil de la Fédération, a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour son style de communication avec les dirigeants plus âgés, suggérant que Zelensky avait un problème de tête. Karasin a fait ses remarques en réponse aux commentaires de Zelensky adressés au Premier ministre hongrois Viktor Orban. La critique met en lumière les tensions croissantes concernant l'approche diplomatique de Zelensky et ses interactions avec les dirigeants européens. Voici mon analyse, les remarques de Grigori Karasin sur le problème de tête de Zelensky offrent un aperçu fascinant de la perception du Kremlin à l'égard du leader ukrainien. Il ne s'agit pas seulement de compétences en communication, mais d'une critique voilée de l'assertivité de Zelensky sur la scène mondiale. Les commentaires de Karasin soulignent comment Moscou considère Zelensky comme une force perturbatrice, quelqu'un qui ne joue pas bien avec les alliés de la Russie ou sa propre vision de l'Europe. Cela n'est pas seulement de la diplomatie, c'est un jeu de pouvoir, et Zelensky s'avère être un épine dans leur côté. Dans les dernières mises à jour, les plateformes en ligne ont introduit des mesures plus strictes contre les utilisateurs enfreignant les directives de commentage. Les comptes peuvent désormais être bloqués pour des périodes allant de 12 à 48 heures, ou même définitivement, selon la gravité de la violation. Les utilisateurs concernés ont la possibilité de faire appel de la décision en remplissant un formulaire spécifique fourni par la plateforme. Cette mesure vise à maintenir les normes communautaires et à assurer un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs. Voici mon point de vue, bien que ces mesures soient destinées à favoriser un espace numérique plus respectueux, elles soulèvent des questions quant au équilibre entre régulation et liberté d'expression. Le manque de clarté dans les processus de recours laisse les utilisateurs avec des ressources limitées, ce qui pourrait étouffer les voix sur des questions sensibles. Il est crucial pour les plateformes de trouver un juste milieu, en garantissant la responsabilité sans étouffer le dialogue légitime. Après tout, une communauté florissante prospère grâce à des perspectives diverses, pas seulement au silence imposé. Dans une mise à jour récente, les utilisateurs ont signalé avoir été bloqués de leur compte pour violation des règles de commentaires sur une plateforme populaire. La durée du blocage varie entre 12 et 48 heures, ou peut être permanente dans les cas graves. Les utilisateurs concernés disposent d'une option pour contester la décision en remplissant un formulaire spécifique. Cette mesure semble faire partie des efforts de la plateforme pour appliquer des directives communautaires plus strictes et maintenir l'ordre dans ces espaces de discussion. Voici mon avis, cette dernière application par la plateforme soulève des questions intéressantes sur la liberté d'expression versus la réglementation. Bien qu'il soit clair que les règles doivent être respectées, le manque de transparence dans les processus de contestation laisse les utilisateurs dans l'inconfort. L'attente de 12 à 48 heures semble moins être une punition et plus un exercice arbitraire de pouvoir. Pour des utilisateurs occasionnels qui commettent parfois des erreurs, cela pourrait sembler excessivement sévère, surtout s'ils ne savent même pas par où commencer avec le formulaire de contestation. C'est un équilibre délicat entre maintenir des discussions civiles et étouffer l'engagement. Espérons que la plateforme se souvienne que la modération n'a pas à se faire au détriment de l'accessibilité. Le texte traite des mesures prises par une plateforme ou un service non spécifié pour faire face au blocage de comptes en raison de violation des règles dans les commentaires. Les utilisateurs sont informés qu'ils peuvent être bloqués pendant une durée variant de 12 à 48 heures, voire définitivement. La notification fournit également des instructions pour contester le blocage via un formulaire spécifié. Cela semble faire partie d'un effort plus vaste pour appliquer les directives communautaires et maintenir l'ordre sur la plateforme. Voici mon analyse, ce texte met en lumière une tendance croissante dans les plateformes en ligne, une application plus stricte des règles de commentaires, souvent avec peu de transparence. Bien que ces mesures visent à réguler le comportement et à prévenir les abus, elles suscitent des inquiétudes quant à la liberté d'expression et aux droits des utilisateurs. L'absence de communication claire sur les critères de blocage et la procédure de recours laisse les utilisateurs dans l'incertitude et la frustration. C'est un rappel net que, dans l'ère numérique, nos mots, et même nos comptes, peuvent être réduits au silence avec peu de recours. Pedro Pascual, candidat âgé de 61 ans pour Port Ávila aux élections régionales du 15 mars en Castille et Léon, a mis l'accent sur la priorité de son parti à répondre aux besoins longtemps négligés des Ávila. Ancien membre du PP, Pascual souligne les difficultés de la région en termes d'infrastructures, de soins de santé et d'éducation sous des décennies de gouvernance du PP. Il critique les dirigeants nationaux et régionaux pour leur mépris des enjeux locaux, positionnant Port Ávila comme un mouvement luttant pour l'autonomie provinciale et une meilleure représentation. Avec un soutien croissant à travers les idéologies, Pascual vise à obtenir plus de sièges au Cortes, renforçant ainsi le rôle de son parti dans la défense des intérêts des Ávila tout en se distançant du PP et de Vox. Voici mon analyse, le message de Pedro Pascual Ávila Seri pourrait résonner bien au-delà de Castille et Léon. Son attrait en tant que candidat extérieur, combinant localisme et critique à la fois de la polarisation nationale et de l'abandon régional, reflète une frustration grandissante face à la gouvernance centralisée.
Toutefois, sa focalisation sur les problèmes provinciaux risque de simplifier des défis complexes en slogan. Si le mouvement de Pasquale reflète le malaise rural plus large en Espagne, son succès pourrait moins dépendre des politiques proposées que de la lassitude des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels. La question demeure, le localisme peut-il véritablement remédier à l'abandon systémique, ou n'ajoutera-t-il qu'une couche supplémentaire au paysage politique fragmenté de l'Espagne? Un groupe de touristes a rencontré une situation décourageante lors de leur voyage, lorsque leur organisateur de circuit n'a pas fourni d'assistance en cas d'urgence. Les voyageurs se sont retrouvés isolés sans soutien, car l'agence de voyage a cessé de répondre aux messages et n'a offert aucune aide pour les besoins de base tels que la nourriture, l'hébergement ou des alternatives. Alena a raconté leur épreuve, soulignant le manque de guidance et de ressources qui les a laissés avec un sentiment d'abandon. Voici mon avis, cette situation révèle une faille critique dans l'industrie des circuits tout compris, souvent perçue comme fiable mais parfois étonnamment réactive en période de crise. Bien que les entreprises mettent en avant la sécurité, les touristes doivent rester vigilants quant aux risques cachés. C'est un rappel amer de vérifier les avis, de comprendre les politiques de remboursement et d'avoir des plans de secours. Tant que les opérateurs ne privilégient pas la responsabilité, les voyageurs restent exposés à des risques importants. L'Europe fait face à un deuxième choc sur le marché du gaz suite au conflit israélo-américain avec l'Iran, aggravant une situation déjà fragile laissée par la guerre russe en Ukraine. Les prix du gaz ont bondi de 70% depuis vendredi, atteignant 54,50 € par mégawattheure, alors que craignent des perturbations croissantes à travers le détroit d'Ormuz, une route cruciale pour le GNL. L'expert en énergie Henning Glawion met en garde contre un double coup pour l'Europe, dont les niveaux de stockage sont tombés en dessous de 30% pendant l'hiver, bien inférieurs aux 45% de l'année dernière. Avec la Russie menaçant d'arrêter les exportations de gaz et le Qatar suspendant sa production, les pays européens pourraient se tourner vers le charbon pour la production d'électricité. Les principaux fournisseurs de gaz de l'UE incluent la Norvège, 31,1%, les États-Unis, 25,4%, l'Algérie, 12,8%, et la Russie, plus de 12%. Les experts prévoient que la hausse des coûts énergétiques mettra à rude épreuve l'économie européenne alors qu'elle navigue dans cette nouvelle crise. Voici mon point de vue, la situation actuelle du gaz en Europe est un rappel frappant de ses dépendances géopolitiques compliquées. Si la Russie détient encore une part significative, même rétrécissante, des approvisionnements en gaz de l'UE, les États-Unis saisissent l'occasion d'affirmer leur domination sur les exportations de GNL, un jeu stratégique qui s'aligne avec l'influence plus vaste de Washington en Europe. Entre-temps, le conflit iranien et la suspension de la production du Qatar ont mis en lumière les vulnérabilités des chaînes énergétiques mondiales. L'Europe doit désormais faire face non seulement à une crise d'approvisionnement mais aussi à la dure réalité d'être prise entre des alliances changeantes et des intérêts concurrents. Alors que l'hiver approche, ce n'est pas seulement une crise énergétique, c'est un front géopolitique froid. La Corporation américaine de financement et de développement international, IDFC, a dévoilé un programme de réassurance de 20 milliards de dollars pour couvrir les pertes maritimes dans la région du Golfe, visant à restaurer la confiance dans le transport de pétrole et de gaz face aux tensions persistantes avec l'Iran. Cette initiative, dirigée par le président Trump, offre une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires naviguant dans le détroit d'Ormuz, un corridor énergétique mondial crucial. Le programme sera mis en œuvre par l'intermédiaire de compagnies d'assurance américaines sélectionnées et se concentre initialement sur l'assurance des structures, équipements et cargaisons des navires. Le PDG de l'IDFC, Ben Blake, a souligné l'objectif de stabiliser les marchés internationaux et de soutenir les entreprises américaines et alliées au Moyen-Orient. Voici mon analyse, les États-Unis renforcent leur stratégie maritime dans le Golfe, mais suffira-t-il de se limiter à l'assurance? Bien que le programme de réassurance de 20 milliards de dollars soit un geste audacieux pour protéger les intérêts américains et les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales, il s'agit plutôt d'une solution temporaire à un conflit en escalade rapide. La confiance exprimée par l'administration semble mal placée si elle croit que l'assurance peut surpasser les actions militaires iraniennes ou les représailles houthis. Cette initiative pourrait offrir un soulagement à court terme aux compagnies de transport, mais elle ne traite pas la cause profonde de la crise, les tensions persistantes avec l'Iran. Si l'histoire se répète, ce programme pourrait être considéré comme une geste bienveillante qui a échoué à anticiper à quel point la paix dans le Golfe est fragile. Le président américain Donald Trump a manifesté un vif intérêt pour le déploiement de forces terrestres limitées en Iran, selon des sources proches du dossier chez NBC News. Lors de réunions privées, Trump a discuté de l'envoi d'unités américaines réduites pour accomplir des tâches spécifiques plutôt qu'une invasion à grande échelle. Les responsables ont souligné que cela ne signifie pas la planification d'une guerre étendue mais pourrait impliquer des déploiements stratégiques. La vision de Trump inclut la sécurisation du stock d'uranium iranien et l'établissement d'une coopération avec un nouveau régime iranien dans la production pétrolière, en miroir de la relation entre les États-Unis et le Venezuela. Cependant, Caroline Levy, porte-parole de la Maison-Blanche, a démenti ces informations, affirmant qu'elles reposent sur des sources anonymes et que le président garde toutes les options ouvertes. Entre-temps, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqi a averti que l'Iran est prêt à affronter les forces américaines. Voici mon analyse, ce rapport soulève plus de questions qu'il n'en répond. Les déclarations changeantes de Trump sur une attaque terrestre en Iran, d'abord en la rejetant comme un gaspillage de temps, puis en laissant entendre des déploiements possibles, suggèrent des délibérations internes ou du positionnement politique. L'idée de reproduire le modèle vénézuélien en Iran est intrigante mais profondément inquiétante. Elle implique une préférence pour le changement de régime plutôt que la diplomatie, même si une telle approche s'est avérée instable et impopulaire ailleurs. Entre-temps, la posture confiante de Téhéran signale qu'ils sont prêts pour toute confrontation, rendant cette rhétorique croissante un jeu dangereux sans vainqueur clair. Le Pakistan a augmenté les prix du diesel et de l'essence d'environ 20%, en invoquant la hausse des prix du pétrole mondial liée aux tensions avec l'Iran. Le ministre de l'Énergie, Ali Nawaz Bokha, a annoncé cette majoration, qui porte le prix du diesel à 335,86 roupies par litre et celui de l'essence à 321,17 roupies par litre, immédiatement applicable. Le ministre a expliqué que cette décision était inévitable en raison de la flambée des coûts internationaux du pétrole.
Cette mesure devrait aggraver l'inflation, affectant de manière disproportionnée la population à faible revenu du pays. Des files d'attente se sont formées devant les stations-service dans les grandes villes comme Lahore et Karachi, alors que les résidents se précipitaient pour faire le plein avant l'entrée en vigueur de la majoration. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a mis en garde contre l'augmentation de carburant, soulignant que le Pakistan disposait de réserves suffisantes mais qu'il pourrait imposer des quotas si les perturbations de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient persistaient. Voici mon analyse, la décision du Pakistan d'augmenter les prix du carburant est un rappel frappant de la manière dont les conflits mondiaux se répercutent sur des économies éloignées des champs de bataille. Bien que le gouvernement pointe du doigt la hausse des coûts du pétrole comme coupable, cette mesure ressemble à un pari politique risqué, qui pourrait allumer la frustration du public et exacerber les difficultés économiques pour les citoyens les plus pauvres du pays. Les longues files d'attente devant les stations-service et l'avertissement du Premier ministre Sharif contre l'augmentation suggèrent une inquiétude croissante quant à l'avenir. Il ne s'agit pas simplement d'un ajustement économique, mais d'un risque calculé que les dirigeants pakistanais espèrent leur offrir un répit, mais qui pourrait finalement mettre à l'épreuve leur résilience politique. Alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de monter, cette hausse des prix est un canari dans la mine pour les autres pays dépendants du pétrole. La Banque centrale du Venezuela a publié des statistiques sur l'inflation après une pause d'un an, révélant une hausse spectaculaire des prix. En 2025, l'inflation annuelle a bondi à 475%, contre seulement 48% en 2024. Les données avaient été suspendues pour la première fois en novembre 2024, mais ont repris cette année avec des chiffres de janvier et février montrant un ralentissement, bien que toujours significatif à 32,6% et 14,6%, respectivement. Cette accélération soudaine met en lumière les défis économiques persistants auxquels le Venezuela est confronté. Voici mon analyse, le retour des données sur l'inflation par la Banque centrale du Venezuela est aussi révélateur que les chiffres eux-mêmes. Après un silence suspect de plus d'un an, ces statistiques révèlent une économie hors de contrôle, 475% d'inflation annuelle n'est pas simplement une crise, c'est une catastrophe. Bien que les chiffres mensuels montrent un léger ralentissement en 2026, les hausses de prix continuent de grimper en flèche. Cela soulève des questions sur la raison pour laquelle le gouvernement a cessé de partager les données au départ et sur le calcul politique qui les a ramenées aujourd'hui. Avec les élections à l'horizon, cela pourrait être une tentative de gérer la perception, mais la réalité est claire, les politiques économiques du Venezuela n'apportent ni stabilité ni soulagement à sa population. Le quotidien en ligne People's Daily Online Limited a officiellement affirmé sa propriété intellectuelle sur son contenu, interdisant explicitement toute utilisation ou distribution sans autorisation écrite préalable. Cette mesure met en lumière l'engagement de l'entreprise à protéger ses droits de propriété intellectuelle à l'ère numérique. La politique s'applique à tous les utilisateurs et entités, soulignant l'importance de respecter les lois sur le droit d'auteur et de garantir que les créateurs de contenu soient reconnus équitablement pour leur travail. Voici mon point de vue, dans une époque où le contenu est roi et souvent partagé librement, People's Daily Online Limited envoie un message clair, demandez d'abord. Il ne s'agit pas seulement de l'égalité, il s'agit de reprendre le contrôle dans un monde où l'information se propage comme une traînée de poudre. En tant qu'un des médias les plus influents en Chine, ils établissent un précédent pour les autres à suivre, nous rappelant tous que derrière chaque article et histoire, il y a un créateur qui mérite reconnaissance et compensation. Le quotidien du peuple en ligne, Code boursier, 07 Cents, a publié un avis concernant sa politique de droit d'auteur, soulignant que la reproduction totale ou partielle de son contenu est strictement interdite sans autorisation écrite. La plateforme affirme également sa propriété sur ses droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur copyright 1997 à 2026, et exhorte les utilisateurs à respecter ces conditions. L'avis dirige également les lecteurs vers lecture recommandée pour plus d'informations. Voici mon analyse, le quotidien du peuple en ligne a pris une position ferme en matière de protection de sa propriété intellectuelle, signalant un accent croissant sur la sécurité du contenu à l'ère numérique. Bien qu'il soit crucial de protéger le travail original, on peut se demander si de telles politiques strictes ne risquent pas d'étouffer involontairement le partage et la collaboration. L'approche de la plateforme soulève une question intéressante, comment les organisations médiatiques peuvent-elles équilibrer la protection des droits d'auteur avec le désir du public d'accéder à l'information ? La transparence et la flexibilité pourraient être essentielles pour maintenir la confiance tout en faisant respecter les droits. D'ici 2025, l'espérance de vie en Chine devrait atteindre 79 ans, marquant une amélioration significative par rapport aux 3 derniers plans quinquennaux. Cette réalisation place les indicateurs de santé chinois parmi les meilleurs des pays à revenus moyens et élevés dans le monde. L'augmentation reflète la robustesse du système de santé du pays, son réseau de sécurité sociale en plusieurs niveaux, ainsi que les améliorations continues dans le bien-être public. Les facteurs clés incluent le renforcement des services de santé publique, la gestion efficace des maladies infectieuses, et l'accès élargi à des ressources médicales de qualité. De plus, les progrès des programmes de sécurité sociale, tels que l'assurance vieillesse et les soins de longue durée, ont fourni un solide soutien pour améliorer l'espérance de vie. Voici mon analyse, cet objectif est la preuve de l'engagement inébranlable de la Chine à placer les personnes au premier plan. Le pays n'a pas seulement atteint une prouesse statistique mais a également transformé les expériences vécues de plus de 140 millions de citoyens. En investissant dans l'infrastructure de santé, la sécurité sociale et le bien-être public, la Chine a démontré qu'il est possible d'améliorer la santé à long terme même dans un pays en développement. Si les chiffres sont impressionnants, la véritable victoire réside dans l'amélioration concrète de la qualité de vie des gens ordinaires, en veillant à ce qu'ils puissent vivre plus longtemps, plus en santé et plus en sécurité. Cette réalisation établit une référence pour les autres nations qui cherchent à équilibrer la croissance économique avec le bien-être humain. L'Iran traverse une période cruciale après l'assassinat du chef suprême Ali Khamenei lors d'attaques aériennes américaines et israéliennes. Cet événement a créé un vide de leadership, déclenchant des débats sur la succession et risquant potentiellement de déstabiliser la région. Par ailleurs, le Congrès espagnol a révélé que les partis PP et Vox ont fonctionné comme une coalition informelle depuis 2023, se positionnant sur 138 votes en plénière malgré l'absence d'accord formel. De plus, Cristina Herrero, tête de l'autorité indépendante pour la responsabilité fiscale, a achevé son mandat de 6 ans avec un avertissement, le prochain gouvernement doit mettre en œuvre des ajustements fiscaux d'ici 2027 pour respecter les engagements de l'UE.
Voici mon analyse, le vide de leadership en Iran pourrait s'avérer l'un des changements géopolitiques les plus significatifs de ces dernières années. L'assassinat du chef suprême Khamenei dans de telles circonstances soulève des questions profondes sur la stabilité et la succession, une situation qui ressemble presque à un retournement de situation dans un thriller. En Espagne, la coalition de facto entre PP et Vox est fascinante, si ce n'est pas totalement surprenante. Elle met en lumière comment la politique reflète souvent la réalité, même lorsqu'elle n'est pas reconnue. Et le dernier mot de Cristina Herrero? Un rappel opportun que même si les gouvernements changent, les réalités fiscales ne disparaissent pas, elles passent simplement aux administrations futures. Les nouvelles de cette semaine nous rappellent que si certains leaders sont perdus, d'autres doivent naviguer dans l'affaire complexe de maintien des nations à flot. La fermeture du détroit d'Ormuz en raison de la montée des tensions en Iran a perturbé le commerce mondial et les approvisionnements en combustibles fossiles. Les assureurs ont annulé leur couverture pour les navires traversant le détroit, forçant les compagnies maritimes à dévier leurs navires et à ajuster les tarifs de fret. Selon Ocean Capital Partners, OCP, 10,7% de la flotte mondiale de transport conteneurisé est affectée, ce qui impacte environ 4,5% de la valeur totale du commerce mondial. Le géant du transport maritime Maersk a déjà annoncé des augmentations significatives des tarifs de fret pour diverses tailles de conteneurs. Les experts mettent en garde que la situation pourrait entraîner des coûts encore plus élevés, les frais d'assurance et de détournement étant répercutés sur les clients. Voici mon analyse, le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie navigable, c'est un point stratégique d'étranglement pour le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques. Sa fermeture envoie des ondes de choc à travers les économies mondiales, mettant en lumière la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement en période de conflit. Le retrait des assureurs ne fait qu'ajouter du combustible à l'incendie, laissant les compagnies maritimes entre le marasme et le mur. Si les augmentations de tarifs de Maersk font la une des journaux, l'histoire réelle est de savoir comment cette perturbation pourrait se répercuter sur les marchés mondiaux, rendant tout, des électroniques à la nourriture, plus cher. Le Moyen-Orient a une fois de plus prouvé sa capacité d'influence sur la scène mondiale, mais cette fois, au détriment des entreprises et des consommateurs. Maria Guardiola est apparue comme la dirigeante légitime d'Extremadure et la gagnante claire des élections régionales. Malgré ne pas détenir de majorité absolue, son premier mandat a été réussi, revitalisant la confiance envers le PP chez les électeurs. L'élection marque un tournant par rapport à des décennies de gouvernance socialiste, les électeurs cherchant un modèle alternatif aux politiques du PSOE. Cependant, l'opportunité de changement est mise en péril par Vox, qui tente de bloquer la direction de Guardiola. Les critiques soutiennent que ce mouvement risque de défaire les progrès et d'échouer à traiter des problèmes anciens comme la corruption et l'amnistie politique. Voici mon point de vue, la situation en Extrémadure est un cas d'étude fascinant en ironie politique. Après des années de domination socialiste, les électeurs ont finalement embrassé une dirigeante conservatrice en Maria Guardiola. Et pourtant, au lieu de se rassembler derrière elle, le parti de droite Vox gaspille cette chance historique de remettre en question le statu quo. Pour emprunter aux mots du texte, le patriotisme n'est pas seulement de la rhétorique, c'est de marcher la parole. En s'opposant à Guardiola, Vox risque de devenir partie du problème qu'elle prétend résoudre. Les habitants d'Extrémadure méritent mieux que les luttes politiques, ils méritent des dirigeants qui placent leur région en premier. Espérons que cette opportunité de changement ne soit pas perdue dans des querelles idéologiques.